Ils étaient les maîtres des Andes, les maîtres des côtes pacifiques, les maîtres de la première superpuissance d'Amérique. Leur nom est resté dans l'histoire. Ce sont les Incas. Depuis Cusco, leur capitale, située dans les montagnes du sud du Pérou, ils ont conquis en à peine plus de 100 ans, entre le 15e et le 16e siècle, un territoire démesuré qui s'étendait de l'Équateur jusqu'au Chili. À son apogée, cet empire, le plus grand qui ait jamais existé dans cette région du monde, comptait au moins 10 millions d'habitants. Cette civilisation magistrale n'aurait pourtant jamais eu d'écriture. Son histoire nous a donc été rapportée par ses ennemis, les conquistadors espagnols. Après avoir brutalement défait l'Empire Inca en 1532, les Espagnols ont rédigé des rapports richement illustrés, appelés chroniques. Par la suite, au XIXe et XXe siècle, cette documentation, la seule source historique existante, a servi de référence à toutes les recherches archéologiques menées sur les Incas. Mais depuis une quinzaine d'années, grâce notamment aux progrès techniques, de récentes découvertes viennent bousculer en profondeur certains postulats hérités de ces récits. Une nouvelle histoire de l'Empire Inca se fait jour, révélant des aspects inconnus ou mal compris de cette civilisation devenue légendaire. C'est incroyable, non? On dit très souvent que la civilisation Inca était la seule civilisation majeure sans écriture. Mais vous savez quoi? Il va falloir qu'on change cette vision des choses. La plupart des gens imaginent que les Espagnols sont arrivés et que l'Empire Inca a disparu le jour même. Mais en réalité, grâce à nos recherches, on sait maintenant que les Incas se sont retirés dans une cité isolée pour résister contre les Espagnols. Les Incas ont aussi résisté de manière symbolique, notamment en pratiquant de grandes cérémonies d'abandon. Ce sont des événements vraiment spectaculaires. Et pourtant, on n'en trouve aucune mention dans les récits des conquistadors. Mais grâce à nos enquêtes, on arrive peu à peu à réécrire une version plus complète et on l'espère plus juste de l'histoire des Incas. Ces paysages sont incroyables. Effrayants, mais incroyables. On ne s'habitue jamais au vertige des Andes. Même quand on les sillonne depuis des années comme Sabine Island. Cet anthropologue est attendu à Tupicocha, un village situé dans l'une des vallées les plus reculées du Pérou. Je ne suis encore jamais venue jusqu'ici. C'est très difficile d'accès. Les paysages sont merveilleux, mais c'est très accidenté. Ce qui fait que ce village est resté isolé et que ses traditions n'ont pas été affectées par le monde moderne.
Tupicocha est une étape importante pour les travaux de Sabine Island. Depuis 10 ans, cette scientifique s'interroge sur une théorie enseignée dans tous nos livres d'histoire. Les Incas seraient la seule civilisation majeure à ne pas avoir possédé d'écriture. Mais alors, dans ce cas, comment aurait-il pu administrer un empire aussi immense, le plus vaste et le plus riche qui ait jamais existé en Amérique? C'est ce que Sabine Island cherche à comprendre. Car un élément l'interpelle. Ces Incas, qui n'auraient pas maîtrisé l'écriture, auraient en revanche inventé un système capable d'enregistrer des données, des chiffres, à l'intérieur de ces objets très singuliers et très complexes, composés de cordelettes et de nœuds, qui portent le nom de quipu. Il en existe encore quelques centaines à travers les Andes. Ceux de Tupicocha sont conservés précieusement par les représentants des plus anciennes lignées de la communauté. Sabine Island a obtenu l'autorisation de les examiner. Je vous remercie tous d'être ici avec vos quipus. Je suis anthropologue et professeur d'anthropologie dans une université au Royaume-Uni. C'est un rêve pour moi d'être ici à Tupicocha et je vous en remercie infiniment. Je suis le président de la communauté. Mon nom est Julian Jaime Medina. Nous sommes honorés que vous veniez voir aujourd'hui nos quipus, qui sont pour nous des symboles ancestraux. Celui-ci est parfait. Les quipus sont des objets uniques en leur genre. En langue quechua, le mot quipu signifie nœud ou nombre. C'est comme ça que les Incas représentaient les nombres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nœud long, et il a 3 tours ici. Ça représente donc 3. Celui-ci est à la place des dizaines. C'est un nœud simple qui représente donc 1. Et là, un nœud simple aussi dans les centaines. Donc on a 113 sur cette corde. Ça veut dire que la personne qui possédait ce quipu devait fournir 113 éléments. Alors, quels éléments? Eh bien, par exemple, ça pouvait être la quantité de céréales, de pommes de terre ou de jarres de bière que cette personne devait donner à la communauté pour des festivités. Je suis justement en train de rédiger un article. Alors, je peux? Muchas gracias, señor. Depuis le milieu du XXe siècle, tous les quipus étudiés par les archéologues, plus de 1000 au total, partagent les mêmes caractéristiques. Ils ont été créés pour enregistrer des données numériques. Mais un jour, en 2017, Sabine Island a pris connaissance de l'existence de quipus tout à fait différents. J'ai reçu un appel d'une femme qui vivait dans un petit village nommé San Juan de Coyata. Et elle m'a demandé de venir voir leurs 2 quipus. Bien sûr, j'y suis allée. On doit passer de l'autre côté de cette montagne et on arrivera à Coyata. Quelle route! Ça aide d'être drogué à l'adrénaline pour faire ce type de métier. Sabine Island se rend à nouveau dans ce village reculé pour terminer son analyse. Je suis très excitée de les revoir enfin. J'avais déjà essayé de revenir une fois, mais on avait dû faire demi-tour.
Il s'était mis à pleuvoir et la route était devenue beaucoup trop dangereuse. C'est tellement compliqué d'aller jusque là-bas. J'espère que ça va aller cette fois. Ça y est, Koyata. Waouh! C'est tellement bon d'être là à nouveau. En accueillant à nouveau Sabine Island pour ses recherches, les habitants de San Juan de Koyata lui font une grande faveur. Car leurs quipus hérités de l'époque inca sont censés ne jamais quitter leur coffre-fort. Ils sont considérés comme sacrés, à la fois trésor et mémoire de la communauté, sans pour autant que les villageois sachent les décrypter. On les met là? Oui. C'est parfait. Sabine ne peut donc les étudier qu'en présence du chef de la communauté. Wow. Wow. C'est incroyable, non? Lorsqu'elle l'a vu la première fois, Sabine Island a compris que ce quipu était tout à fait différent de ce qu'elle avait étudié jusqu'à présent. Déjà, on voit qu'il n'a pas de nœud. Mais au-delà de ça, la nature même des cordelettes est d'une telle complexité. Quand je les ai étudiées la première fois, j'étais en compagnie de 2 bergers de la communauté. Ils ont identifié chacune des fibres animales qui ont été utilisées pour faire ces cordelettes. Cette cordelette bicolore, c'est du poil de vigogne. Le bleu là, c'est du poil de lama qui a été teinté. Ce rouge-brun, c'est du chevreuil. En tout, il y a 6 animaux différents représentés dans ces cordelettes. J'ai réalisé que j'avais affaire à un quipu bien plus complexe que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est très mystérieux. En approfondissant ses recherches, Sabine Island découvre alors le témoignage d'un missionnaire du XVIe siècle qui prétend avoir vu des quipus utilisés pour encoder non des chiffres, mais des syllabes, des mots. Des quipus qui auraient donc servi à écrire, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à présent. J'ai pensé, mon Dieu, est-ce que ça pourrait être un quipu syllabique? Et j'ai commencé à me dire, s'il est syllabique, s'il est phonétique, dans ce cas, je vais peut-être réussir à le lire. Si ce quipu représentait bien une écriture codée, comment parvenir à la déchiffrer? Sabine Island s'est alors inspirée du grand maître du déchiffrement. Mon grand héros, c'est Champollion, l'homme qui a déchiffré les hiéroglyphes égyptiens. Et Champollion nous a enseigné que la première chose à faire, c'est d'essayer de trouver le type d'information que contient chacune des parties. Donc, lui, il a étudié le cartouche et il a dit « Ah, il y a le nom du pharaon là-dedans ». Pour diverses raisons que je vais simplifier, j'ai estimé, moi aussi, que le nom de la personne qui avait créé ce quipu devait être inscrit à l'intérieur. Si on regarde ce quipu, on distingue des marques, là, sur le bord. Les bergers m'ont dit, c'est l'emblème de l'une des plus grandes lignées de notre village. Je leur ai demandé, et comment elle s'appelle? Ils m'ont répondu, Ayuka. Pour Sabine Island, c'est une révélation. Ce nom, Ayuka, est peut-être la clé pour entrer dans le déchiffrement de ce quipu.
Mais avant d'aller plus loin, elle doit recouper ces informations. Elle se tourne alors vers les archives générales de Séville, en Espagne. Des registres de recensement de population, rédigés par les colons espagnols au Pérou, y sont conservés. À la page correspondante à San Juan de Coyata, une lignée Ayuca est bien mentionnée. Sabine Island sent qu'elle tient peut-être sa pierre de Rosette. Elle se lance alors dans le déchiffrement. Alors ok, je pars d'un postulat. Ce nom pourrait se trouver dans les 3 dernières cordes comme une signature. Cette fibre de guanaco correspondrait au A. Ensuite, ce cordon, ce serait U. Et enfin, K correspondrait à cette fibre bleue et jaune. Maintenant, il faut essayer de croiser ces résultats avec un autre quipu pour voir si ça fonctionne, si on aboutit à un déchiffrement qui a un sens. Un deuxième quipu est conservé à Coyata. Il est en plus mauvais état. Mais par chance, les cordelettes de fin n'ont pas été abîmées et peuvent donc être étudiées. Donc les cordes de fin sont là. On retrouve du marron foncé. On a vu que ça correspondrait au A. On retrouve aussi le bleu qui ferait K. Et ensuite, on a ce marron doré. En langue quechua, cette couleur est appelée par, ce qui nous donnerait acapar. Pour que la méthode de déchiffrement imaginée par Sabine Island se vérifie, il faut que ce mot acapar corresponde à un nom. Elle se plonge à nouveau dans le registre, dans l'espoir de le trouver inscrit lui aussi. Effectivement, il y est bien fait mention d'une lignée acapar, présente elle aussi dans la région de Coyata. Là, j'ai réalisé que ça fonctionnait, que j'avais réussi à faire ce premier déchiffrement, et j'étais presque effrayée. Je me suis dit, oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Mais si, c'est pourtant bien ce que nous livrent ces données. Comme Sabine Island l'avait présumé, chaque cordelette semble coder une syllabe. Et ces syllabes, une fois assemblées, formeraient des mots, des phrases, un texte. Selon un système tridimensionnel fondamentalement différent d'un alphabet classique. Pour asseoir cette théorie révolutionnaire, pour prouver que les Incas possédaient bien une écriture, Sabine Island a besoin de plus de données. C'est tellement excitant d'avoir été capable de faire ce déchiffrement préliminaire. Mais maintenant, mon but, c'est de trouver d'autres quipus qui ressemblent à cela, qui ont les mêmes caractéristiques. Parce que ça me permettrait d'aller tellement plus loin dans le déchiffrement. In fine, ça pourrait révolutionner notre compréhension de l'Empire Inca. Parce que si je trouve d'autres quipus comme cela, datant de la période Inca, et si on arrive à les déchiffrer, on sera capable de comprendre l'histoire des Incas à travers leurs propres mots, pas à travers ceux des conquistadors. Je suis prête à parcourir le monde pour les trouver. C'est vraiment ma quête du Graal. D'ici quelques semaines, elle va s'envoler pour les États-Unis. Un quipu, a priori très prometteur, est conservé dans un musée à Salt Lake City. Et elle a obtenu l'autorisation de l'expertiser. Si Sabine Island parvient à déchiffrer ces quipus dans leur intégralité, ses travaux marqueront une véritable révolution et pourraient profondément modifier la compréhension du monde Inca. Car ce qu'elle lira dans ces cordelettes permettra peut-être de questionner certains paradigmes,
notamment la façon dont les Incas ont conquis un territoire aussi immense. L'histoire rapportée par les Espagnols nous raconte qu'en 1438, l'empereur Pachacútec, le 9e de la dynastie Inca, part depuis Cusco, sa capitale, à l'assaut des Andes. Ses successeurs vont ensuite poursuivre cette irrésistible expansion. En à peine un siècle, les Incas conquièrent plus d'une centaine de peuples, de façon impitoyable, comme le relatent les chroniques. Les Incas firent placer les têtes des chefs sur des pointes de lance. Puis, ils ordonnèrent que l'on confectionne des tambours avec la peau de leur ventre. L'empereur, lui, donna l'ordre que les femmes enceintes soient ouvertes, vivantes. Et cela fut fait. Dans leurs textes, les Espagnols ne retiennent que la violence et la cruauté de l'armée Inca. Et leur vision des choses est restée jusqu'à récemment communément admise. Mais depuis les années 2000, les archéologues qui fouillent au lac Titicaca révèlent un aspect totalement méconnu de la conquête des Andes par les Incas. Son existence même semble presque irréelle. Ce lac, vaste comme une mer, est posé à une altitude que l'on croit réservée aux sommets enneigés. Ce gigantesque miroir, situé à plus de 1000 km de Cusco, occupe une place cruciale dans la mythologie inca. C'est là, dans cette région si lointaine, que le dieu Viracocha aurait fait naître le soleil, ainsi que son épouse la lune. Ainsi, au XVe siècle, lorsque l'empereur Pachacútec, qui se considérait comme le propre fils du soleil, part à la conquête des Andes, ce lac est pour lui une priorité absolue, car c'est le lieu où le couple fondateur de sa dynastie aurait vu le jour. À leur arrivée, les Incas auraient signé ici une éclatante victoire. Mais comment seraient-ils parvenus à imposer durablement leur autorité sur cette région si isolée? N'y aurait-il pas d'autre facteur que la seule suprématie guerrière? C'est ce que tente de découvrir l'archéologue belge Christophe Delard. Depuis 10 ans, il dirige un vaste programme de recherche au fond du lac. Avec des plongeurs belges, boliviens et péruviens, chaque année, pendant 8 semaines, il fouille sous l'eau. Les gars, dernière journée de fouille. Aujourd'hui, ce qu'il faut terminer, c'est la fouille jusqu'à l'US 3. Je vais noter jusqu'à l'US 3. L'autre sondage, alors Michael, hein, tu me rappelles, on était ici. Oui. Là, on a quelque chose. Rocío, hay que trabajar en esta zona. Oui, ok. Et también ese. Ok, vu qu'on est vraiment court, on va essayer de commencer avant 11h. Et il faut pas traîner sur les rotations. Si vous avez vraiment froid, remontez à 55 minutes, c'est pas grave, il faut pas faire 1 heure quoi. Ok. On s'équipe maintenant là. Ok, on s'équipe maintenant. J'espère que l'hiver arrive et on décolle. Elle est là? Ben alors, mise à l'eau dans 15 minutes à mon avis. Si Christophe Delard a pris la décision de fouiller non pas sur les rives, mais au fond de l'eau, c'est parce que le niveau du lac a monté d'au moins 15 mètres depuis le XVe siècle. Des vestiges datant de l'arrivée des armées Incas dans cette région ont donc pu être engloutis. À près de 4000 mètres d'altitude, cette plongée va mettre les corps des archéologues à rude épreuve. À tout à l'heure. Attends, Arnaud. Car la température de l'eau atteint à peine 6 degrés. Arnaud, 10h42.
Et descendre à 12 mètres à cette altitude équivaut à une plongée de 20 mètres au niveau de la mer. Au fond du lac, il y a quelques années, les archéologues ont fait une découverte exceptionnelle qui a permis à Christophe Delard de comprendre que l'expansion inca, notamment ici au lac Titicaca, avait une dimension bien plus complexe que la simple conquête militaire. Pour rejoindre le lieu où il a fait cette découverte, il faut se rendre de l'autre côté du lac, à 5 heures de navigation. À l'aube, le bateau arrive en vue des récifs de Caacaya. On a combien de fond là? Il faut qu'il fasse attention. 12 mètres. 1, 2, 3. Ya está bien. Et ça, c'est le récif. Ah, c'est beau. C'est super beau. Les récifs de Caacaya sont considérés encore aujourd'hui comme sacrés. C'est ce que l'on appelle dans les Andes une huaca. Au même titre que les montagnes ou les rivières, ces rochers, selon les croyances locales, sont investis d'une vie intérieure, d'une âme. Il faut donc respecter un rite pour pouvoir les approcher. On doit faire une offrande pour qu'il sache qu'on est là. Et on doit prendre nous aussi des feuilles de coca. Alors dans le paysage, dans la cosmographie inca, il y a des endroits comme ça, isolés, qui ont une signification très importante. Alors on l'a pas trouvé par hasard. À un moment, pour minimiser les zones de recherche, on a cherché simplement des récifs à faible profondeur, totalement isolés, sur l'ensemble du lac. On en a plusieurs, on ne les a pas encore tous explorés, mais celui-là, en l'occurrence, on l'a fait en 2014. C'est le collaborateur de Christophe Delard, l'archéologue bolivien Marcial Medina, qui le premier a repéré ces récifs. On a compris que c'était un lieu que les gens d'ici respectaient encore beaucoup. Alors on s'est dit, il faut qu'on y aille. Pourquoi pas? Il doit y avoir quelque chose de spécial ici. Et donc on s'est mis à l'eau. Ce jour-là, au bout de quelques minutes de plongée, un archéologue détecte une forme étrange. Au pied du récif, c'est là où il y avait beaucoup de végétation. Et en fait, il y avait ce coffret en pierre posé là, tout simplement. Ça n'avait pas bougé en 500 ans. Il n'a pas pu attendre la fin de sa plongée. Il est remonté, il a dit « Ok Christophe, je pense qu'on a quelque chose ». Moi, je voulais avoir le cœur net. Il fallait que j'aille sous l'eau pour être sûr que c'était pas un caillou avec une tresse ronde. Directement, j'ai eu la confirmation. J'ai tout de suite reconnu ce coffret en pierre. Et donc, pour être sûr que pendant la remontée de l'objet, elle ne s'ouvre pas, en fait, j'ai pris mes bandages et j'ai scellé voilà, comme un patient, le couvercle sur l'ensemble. Et en fait, quand on est remonté sur le bateau, tout le monde attendait. C'est pas mal, tiens. Et c'est d'ailleurs une des rares fois où tout le monde a applaudi, ce qui n'arrive jamais parce que c'est le quotidien des archéologues. Mais sur ce coup-là, il y avait vraiment une charge émotionnelle assez forte.
Une fois à terre, l'équipe de scientifiques continue à immortaliser cette découverte d'exception. Leurs images permettent de partager ce moment si rare en archéologie. Christophe Delard en est alors certain, il s'agit d'un coffret Inca. Son style est caractéristique. Mais que pourrait-il contenir? Il demande alors l'autorisation de monter un laboratoire de campagne dans la salle communale pour tenter de l'ouvrir. A nosotros no. ¿Ya vamos? Sí, Pau. ¿Escuchas? Casi. Tengo. Giorgio Photo. Si. Aïe, c'est problématique. Au premier coup d'œil, dès qu'on l'ouvre, en fait, ce qu'on voit, on voit rien. C'est très simple. C'était recouvert de sédiments. C'était rempli de sédiments. Et donc, en fait, on a fait un décapage archéologique. On a fouillé en surface, donc cette cavité à l'intérieur du coffret en pierre, centimètre par centimètre. Et juste à la fin, donc vraiment sur les 2 derniers centimètres de sédiments, donc tout d'un coup, on avait un petit truc qui brillait. Donc on l'a dégagé progressivement. Et en fait, en dégageant vraiment toute cette cavité, on s'est rendu compte qu'au fond, il y avait une petite feuille d'or enroulée sur elle-même, juste à côté d'une petite figurine miniature en spondylus, donc avec une couleur orangée. C'était vraiment un moment incroyable. Neuf ans plus tard, ces miniatures sont toujours conservées au même endroit. Permiso, permiso. Permiso, buenos días. Hermano del Comité Cívico. Mil disculpas. 1000 excuses, on a un peu de retard. Ces objets pourraient-ils permettre de mieux comprendre ce qu'il s'est réellement passé lors de l'arrivée des Incas dans cette région, il y a 600 ans? Buenos días. C'est en tout cas ce que pressent Christophe Delard. Les villageois, eux, vouent aujourd'hui à ces miniatures un véritable culte. Ceci en réalité est un petit bracelet miniature avec une perforation. Ce sont les bracelets que les nobles Incas possédaient. Et ceci, c'est une figurine de Camélidée, mais qui est associée en réalité à la figurine féminine. Alors c'est très intéressant parce qu'en somme, par rapport à cette offrande, peu importe la substitution de l'objet, on a en réalité un couple, une dualité, homme, femme. Et peut-être justement on peut aller un peu plus loin. On a d'une certaine manière le couple primordial Inca, vraiment le couple d'origine, non, de la dynastie, et qui peut être associé bien sûr à la fois avec le soleil et la lune. Ça, c'est la preuve que ces miniatures sont des offrandes faites au lac par les Incas. Et donc, on peut voir que pour eux, le lac Titicaca était un lieu hautement sacré. Ce serait pour pouvoir immerger ces offrandes de grande valeur que les Incas auraient façonné cet écrin en pierre. Vous voyez le coffret déjà, c'est très bien élaboré. Ça a été creusé dans l'andésite, c'est une pierre volcanique. Il y a 2 choses intéressantes, 2 perforations. Il faut vraiment imaginer qu'à la période Inca, il y avait des cordes et que sans doute c'était une offrande faite depuis un bateau. Il faut vraiment imaginer une cérémonie où ce coffret est déposé très doucement dans le fond du lac. Ce coffret sacré n'a donc pas été jeté au hasard dans le lac, mais placé volontairement, avec précaution, dans un endroit choisi. Et d'après Christophe Delard, ce n'est pas un cas isolé. Récemment, en approfondissant ses recherches, il a découvert qu'une trentaine de coffrets similaires, contenant des miniatures,
avaient été retrouvés dans le lac au cours des 50 dernières années. Toutes ont, semble-t-il, été posées elles aussi avec minutie, à proximité de récifs ou de rochers immergés, considérés comme sacrés. Mais pour quelle raison? Pourquoi les armées de l'empereur Pachacútec auraient-elles pris la peine de pratiquer de tels rites si élaborés aux quatre coins du lac? Comment l'expliquer? Que cherchaient les Incas en agissant ainsi? Une fois encore, la réponse à ces questions se trouve peut-être au fond du lac. Arrivée du plongeur. C'est mon cher Arnaud. Je te laisse dans l'eau pendant 2 minutes. Pardon? Je te laisse dans l'eau 2 minutes. Ça va. T'es sur le niveau 2 ou 3? C'est toujours l'interface de l'US3. Il y a un ossement de la main. Ouais. Ou de la Une vertèbre de la main. Et ça, c'est de la céramique Tiwanaku. Donc, Tiwanaku, normalement, il y a une iconographie. Et vu que l'iconographie est post-cuisson, ça s'érode. Alors que la céramique Inca, souvent, c'est pré-cuisson. Donc, elle se fige beaucoup plus. Ok. Je vais le mettre avec le reste. Ces dernières années, les plongeurs ont retrouvé de nombreux objets comme celui-ci qui appartenait au peuple qui vivait ici, au bord du lac, avant sa conquête par les Incas, notamment les Tiwanaku. Et ce qui est frappant, c'est que tous, sans exception, sont aussi des offrandes sacrées, comme ces encensoirs à tête zoomorphe, ou ce médaillon gravé en or. Bien avant les Incas, les peuples du lac immergeaient donc déjà des objets de culte au fond de l'eau. Ce qui signifie que les Incas n'auraient pas introduit ces pratiques rituelles. En réalité, ils les auraient récupérées à leur arrivée et les auraient même renforcées en multipliant les cérémonies d'offrande au lac. Car ces croyances étaient un rouage essentiel dans le plan des Incas. Pour conquérir le Titicaca, les armées de l'empereur Pachacútec ont combattu, et le sang a coulé, comme l'affirment les chroniques. Mais ce que nous révèlent ces fouilles, et que l'on ignorait jusqu'à présent, c'est que les Incas ont en même temps adopté une autre méthode plus subtile. Ils auraient contrôlé, utilisé les croyances locales pour mieux soumettre les populations et asseoir durablement leur autorité sur la région. C'est en tout cas ce que peut en conclure aujourd'hui Christophe Delard. On peut vraiment parler d'une stratégie à la fois politique et religieuse. C'est ça qui a fait vraiment le succès de leur expansion, c'est qu'ils n'ont pas forcé les populations à changer de dieu, voire de coutume. Ils ont pris les dieux, ils les ont mis dans leur panthéon, entre guillemets. Et donc ils vont progressivement se réapproprier des espaces sacrés beaucoup plus anciens. En particulier le lac, c'était une des zones les plus anciennes, c'est vraiment emblématique. Et en ce sens, ils ont pu réellement conquérir le cœur de toutes les populations andines.
C'est donc par une stratégie d'appropriation culturelle et en investissant des lieux déjà sacrés que les Incas seraient parvenus à inféoder les régions périphériques autour de leur capitale Cusco. Cette politique d'absorption illustre le grand projet de l'empereur Pachacútec. Créer un monde idéal, intégrant toutes les populations conquises et les lieux les plus sacrés des Andes. Une idéologie qu'il a souhaité inscrire dans la pierre. C'est ce que de nouvelles recherches viennent de révéler au Machu Picchu. Au cœur de ce paysage dantesque, elle semble avoir été ciselée dans la montagne. Les conquistadors ne sont jamais arrivés jusqu'ici. Ils n'ont donc rien écrit à son propos. À quoi servait cette fascinante cité? Depuis sa découverte en 1911, elle est souvent présentée comme une sorte de palais de villégiature qui aurait pu accueillir quelques 750 personnes. Pachacútec l'aurait construite au milieu du XVe siècle pour y passer quelques semaines par an, à l'écart de sa capitale Cusco, de la vie à la cour et de ses intrigues. Mais aujourd'hui, deux chercheuses vont beaucoup plus loin. D'après elles, l'empereur Pachacútec aurait fait de cette cité le manifeste de son idéologie civilisatrice. Cette conviction est le fruit d'une longue enquête menée par l'archéologue péruvienne Lucy Salazar. Depuis le début de sa carrière, elle tente de percer les secrets du Machu Picchu. Il y a quelques années, elle a étudié ces céramiques, issues de sépultures incas, découvertes au Machu Picchu au début du XXe siècle. On a là les artefacts, les ustensiles que ces défunts utilisaient de leur vivant à Machu Picchu. Par exemple, ces assiettes dont ils se servaient au moment du repas. En examinant l'ensemble de ces ustensiles, Lucy Salazar s'est rendu compte qu'ils étaient tous de facture très modeste. Elle en a alors déduit que les individus inhumés avec ces objets étaient probablement des gens du peuple, affectés au service de l'empereur Pachacútec. Visiblement, ces gens ne jouissaient pas d'un statut élevé. C'étaient des domestiques qui accomplissaient des tâches variées au Machu Picchu. Ils cultivaient le maïs, les fleurs, les pommes de terre. Ils pouvaient aussi travailler le métal ou les tissus. Ils étaient chargés d'entretenir la cité impériale tout au long de l'année. C'étaient des gens humbles, vraiment humbles. Pour en savoir plus sur ces domestiques, Lucy Salazar s'est alors intéressée à leurs squelettes. Numéro 80. 174 au total, retrouvés dans ces sépultures et conservés dans ces caisses. Elle les a minutieusement étudiés un par un. Celui-ci est en très bon état. Elle pressentait que ces ossements
pouvaient receler de précieux indices pour mieux comprendre ce que représentait Machu Picchu à la période Inca. Là, on a le crâne. Il appartenait à une femme. Et on a découvert qu'il avait été déformé. Parce qu'à sa naissance, une planche a été fixée avec un bandage pour le déformer de cette manière. On voit nettement les traces d'oppression qu'a laissé ce bandage, parce qu'il est resté en place jusqu'à ce que cet individu ait environ 7 ans. Lucy Salazar estime que cette déformation était probablement un marqueur culturel, ethnique. Mais ce marqueur ne correspond pas aux populations qui vivaient dans la vallée autour de Machu Picchu à la période Inca. Dès lors, d'où provenait cette femme et les 173 autres domestiques retrouvés dans ces sépultures? Étaient-ils issus de régions plus éloignées? Et si oui, lesquelles? L'américaine Bethany Turner lui a proposé son aide pour tenter de répondre à ces questions. Elle est experte en bioarchéologie, une nouvelle discipline à la frontière entre la biologie, l'archéologie et la médecine. Elle pense pouvoir déterminer l'origine géographique de chacun des squelettes du Machu Picchu grâce à l'analyse de leurs dents. Les ossements de ces individus sont très fragmentés, très détériorés. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Parce que pour moi, ces dents, c'est un coffre au trésor. Parce qu'elles contiennent des isotopes. Et c'est ce que j'étudie. Les isotopes sont des variants d'un même élément chimique, comme par exemple le carbone. Ils sont présents dans tout ce qui nous entoure. Dans l'eau, dans les végétaux, dans les animaux et aussi dans notre corps. Lorsque nous ingérons des aliments, les isotopes qu'ils contiennent s'incorporent dans nos tissus qui en gardent une trace. Mais ces isotopes ne sont pas tous présents partout de la même manière. Leurs proportions varient sensiblement d'une région à une autre. Sur les bords du Pacifique, par exemple, la signature isotopique est différente de celle des hauts plateaux des Andes ou de celle des régions tropicales. Par conséquent, en identifiant la signature isotopique inscrite dans ces ossements, Bethany Turner peut en déduire la région dans laquelle chacun de ces individus est né. C'est dans l'émail des dents que les isotopes métabolisés durant les premières années de la vie d'un individu sont conservés, à jamais. Et donc, je peux en déduire où il a vécu au cours des 3 premières années de sa vie. Ce que je fais, c'est que je compare l'émail de 2 ou 3 dents pour chaque individu. Et je peux d'ores et déjà confirmer que les individus inhumés au Machu Picchu provenaient bien de tout l'Empire. Aucun d'entre eux ne venait exactement du même endroit. Ce n'est pas un grand groupe issu d'une même communauté qui a été déplacé au Machu Picchu. Au contraire, c'est comme s'ils avaient été sélectionnés dans différentes régions de l'Empire et amenés au Machu Picchu pour servir l'empereur. D'après les signatures isotopiques, ces domestiques étaient issus notamment des hauts plateaux des Andes, de la côte nord du Chili ou encore d'Équateur. En somme, de chacune des régions que les Incas avaient absorbées. En agissant ainsi,
En faisant venir à Machu Picchu ses domestiques de toutes les provinces, l'empereur faisait de cette citadelle un microcosme. Une métaphore en réduction de son empire multiethnique. Wow. Ça fait déjà 7 ou 8 fois que je viens. Mais à chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. Quand on regarde ce paysage, il ne faut pas seulement voir sa beauté naturelle. Il faut prendre en considération surtout son caractère sacré. On a des terrasses et une rivière qui entourent le site, et ces montagnes tout autour qui sont des huacas, des lieux sacrés. Tout cela représente un idéal dans la cosmogonie inca. Symbole du prestige de l'Empire, cette cité se devait d'être moderne, parfaite. Une sorte d'œuvre d'art totale. Ces terrasses ciselées étaient admirablement proportionnées. La zone urbaine, elle, concentrait des édifices d'une qualité inégalée dans l'Empire. Tout ici n'était que pureté, harmonie, équilibre. D'après Bethany Turner, Machu Picchu n'était donc pas un simple lieu de villégiature. Cette cité représentait bien plus que cela pour son créateur, l'empereur Pachacutec. Le fait qu'il ait amené des gens de tout l'Empire jusqu'à cet endroit parfait, pour moi, ça participe de cette même volonté d'incarner ici un idéal, l'idéal inca. Et donc, on ne peut plus voir Machu Picchu juste comme la plus grande et la mieux préservée des cités incas. Nos recherches démontrent bien qu'elle avait été pensée comme une cité modèle, un microcosme parfait de ce que l'Empire voulait représenter. Grâce à toutes ces recherches, à Machu Picchu comme au lac Titicaca, le véritable visage des Incas se dévoile. Visiblement, c'est aussi grâce à leur maîtrise aiguë des symboles et des croyances qu'ils seraient parvenus, en seulement quelques décennies, entre les 15e et 16e siècles, à fusionner une centaine de peuples hétéroclites au cœur d'un même empire surpuissant. Mais alors qu'il était à son apogée, ce géant des Andes s'est brutalement effondré. En 1532, les Espagnols débarquent. Effrayés par la puissance de ces envahisseurs, les Incas restent sans réaction et se font écraser. C'est en tout cas ce qui était communément admis jusqu'à présent. Mais de récentes découvertes révèlent qu'en réalité, les Incas ne sont pas restés passifs face aux conquistadors. Leur résistance a pris une forme inattendue. C'est ce qu'est en train de démontrer l'archéologue belge Peter Eekhout sur la côte pacifique à proximité de Lima. Il fouille chaque été depuis 30 ans ce site, nommé Pachacamac.
Le site il a énormément souffert depuis l'époque de la conquête espagnole. D'abord à cause des Espagnols eux-mêmes et des multiples pillages qui sont très rapidement intervenus dès leur arrivée dans le site. Et puis on est dans une région où les tremblements de terre sont fréquents. D'ailleurs Pachacamac était le dieu des tremblements de terre, entre autres attributs. Cela dit, quand on dégage le sable qui est là et qu'on enlève les éboulis dus notamment au tremblement de terre, c'est intact. À la période Inca, entre le XVe et le XVIe siècle, se tenait en ces lieux l'un des plus grands pèlerinages de l'Empire. Comme à Lourdes aujourd'hui, les croyants affluaient ici dans l'espoir d'être miraculeusement guéris. Ceux qui mouraient se faisaient momifier et enterrer dans cette enceinte sacrée de plus de 600 hectares. D'après Peter Eekhout, pour pénétrer dans ce sanctuaire, la foule des pèlerins devait emprunter cette longue rue bordée de hauts murs. Une fois à l'intérieur, pour implorer les faveurs du dieu Pachacamac, ils pratiquaient des rites souvent accompagnés d'offrandes de grande valeur, en or ou en matériaux précieux. C'est précisément pour piller ces offrandes que, dès leur débarquement, les conquistadors ont fait de Pachacamac l'une de leurs cibles principales. Si l'on en croit leurs récits, ces guerriers n'ont même pas eu besoin d'assiéger la cité pour la faire tomber. Les prêtres et pèlerins incas, subjugués par leur supériorité, se seraient livrés sans réaction. Mais les fouilles conduites ces dernières années par Peter Eekhout l'édifice est divisé en 6 salles, reliées entre elles par des couloirs. En débutant ces fouilles, les archéologues étaient loin d'imaginer ce qu'ils allaient découvrir. On s'est dit que ça devait être un lieu très spécial, parce qu'il avait des caractéristiques. Qu'est-ce qui s'est passé? À proximité de cette enceinte, les archéologues mettent au jour un grand nombre de momies. Il les a depuis fait restaurer dans sa maison de fouilles, pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Tous ces objets sont sacrés et montrent une grande diversité d'origines. Puisqu'on a par exemple ici ces coupes à piédestal, avec la coupe elle-même qui est formée de coquillages, qui proviennent des eaux chaudes de l'équateur, ou bien ce grand vase ici avec ce motif de félin en relief, dont la technique, la finition, s'inspire également de la côte nord très lointaine. Mais d'autres viennent peut-être encore plus loin. On a celui-ci, par exemple, cet objet qui est un fragment de grande parure, de grande coiffure, orné de plumes en provenance d'Amazonie. Et donc on a cette grande variété de provenance qui atteste des différentes régions dont provenaient les pèlerins qui se rendaient à Pachacamac à la période Inca. Pourquoi toutes ces offrandes ont-elles été retrouvées dans cet état? Auraient-elles été détruites par les Espagnols lors d'un pillage? Pour le vérifier, Peter Eekhout a mené une expérimentation avec la copie d'un vase. C'est plutôt éloquent, parce que ça correspond en partie à ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire que l'endroit de l'impact, il est bien là, et c'est là qu'on a retrouvé quelques-uns des morceaux principaux des vases, montrant que c'est à cet endroit-là qu'ils avaient été brisés. Par contre, là, on voit très bien qu'ils sont à 1 mètre, 50 cm, 2 mètres, tout à fait différent de ce que nous, on a trouvé, où il y avait même des morceaux
au-delà de certains murs des pièces où les vases avaient été brisés. Par exemple, le vase à motif de félin. Son point d'impact a été identifié dans cette pièce. Pourtant, plusieurs fragments ont été retrouvés de l'autre côté de ce mur. Et ce constat est valable pour toutes les autres offrandes. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que les vases ont été effectivement brisés in situ, sur place, et puis on a collecté certains des morceaux et on est allé soigneusement les disséminer dans différents endroits du temple, selon un modèle rituel qui là bien sûr nous échappe. Et la même chose pourrait évidemment s'appliquer, même si c'est d'une façon différente, aux objets en plumes, aux tissus, etc., dont des fragments ont été retrouvés éparpillés dans le temple de la même façon. Ces offrandes auraient donc été brisées et dispersées intentionnellement. Que s'est-il passé à Pachacamac pour que les Incas détruisent ainsi de manière ritualisée tous leurs objets de culte? D'après Peter Eekhout, ces destructions, même si elles ne sont pas le fait des conquistadors, sont tout de même directement liées à leur arrivée à Pachacamac en janvier 1533. Après avoir pénétré dans l'enceinte sacrée, les Espagnols ont semé le chaos. Dans leur chronique, ils ne s'en cachent pas. Nous avons torturé l'un de leurs prêtres, mais nous n'avons rien pu recueillir de lui. Nous cherchâmes dans toutes les maisons de l'or et de l'argent qu'ils gardaient cachés et qu'ils ne voulurent pas nous apporter. Ils ont aussi déterré près d'une centaine de momies de croyants et les ont brûlées après avoir pillé tous les objets précieux qu'elles renfermaient. Des sanctuaires, des sépultures et des momies, nous tirâmes une grande quantité d'or et d'argent. Devant de tels sacrilèges, les officiants du temple auraient alors décidé d'agir, de résister, à leur manière, avant que les Espagnols ne s'en prennent à eux à leur tour. Après des années d'enquête, c'est aujourd'hui l'hypothèse de Peter Eekhout. Ce qui se passe en réalité, ce à quoi on assiste, c'est une fermeture volontaire du temple. Plutôt que de devoir affronter cet ultime sacrilège, qui est le pillage, souvent suivi d'ailleurs d'incendies et de destructions diverses, les Incas, les officiants du temple, ont décidé de le fermer eux-mêmes. Donc c'est une forme de résistance symbolique, c'est une forme de suicide culturel, si l'on veut, mais tant qu'à voir le site comme ça dévasté, ou en tout cas pillé et détruit, on décide de prendre les choses en main soi-même et de le fermer de la bonne façon. Pour fermer ce temple, les prêtres auraient célébré un ultime office, une cérémonie d'abandon, au cours de laquelle ils auraient brisé tous leurs objets les plus sacrés, puis les auraient distribués dans les différentes salles, selon un rituel porteur de sens pour eux. Ça peut paraître étonnant, a priori, de se dire on casse des objets et c'est une façon d'abandonner un édifice et d'abandonner quelque part le monde auquel on croyait. En réalité, c'est parce que le statut des objets ou de diverses choses qui composent l'univers est différent chez ces sociétés anciennes des nôtres. Ainsi, par exemple, pour nous, cette table, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de conscience. Un animal est vivant, il en a un petit peu plus. Et les hommes sont ceux qui ont la pleine conscience et qui sont, disons, nos interlocuteurs. Dans le monde andin, c'est complètement différent. Certains objets, on les crée, on leur donne une vie. Leur ayant donné la vie en les créant, ils les tuent en les brisant. Réaliser un ultime rituel pour fermer son monde. Loin d'avoir été honteusement anéantis sans réagir, les prêtres de Pachacamac ont résisté moralement, symboliquement, acteurs de leur disparition. Que s'est-il passé ensuite ?
Nous sommes en 1533. Les conquistadors poursuivent leur avancée vers la capitale Cusco et sèment le chaos partout où ils passent. « 90% des habitants de l'Empire vont rapidement mourir, massacrés ou emportés par les maladies introduites par les Espagnols. Les survivants sont asservis ou salis aux conquistadors. L'empereur Manco Inca, le 14e de la dynastie, prend quant à lui la fuite, accompagné des derniers fidèles estimés à plusieurs centaines. De récentes recherches ont permis de comprendre que c'est pour organiser la résistance que l'empereur se serait retranché dans la jungle. Depuis une cité reculée nommée Vilcabamba, il espérait pouvoir partir à la reconquête de son empire. Mais les chroniques ne donnent aucune indication sur l'emplacement de cette cité qui s'est effacée des mémoires. Alors où se trouve Vilcabamba, le dernier bastion des Incas ? L'archéologue américain Brian Bauer s'est lancé sur les traces de cette cité perdue. Et après 10 ans de recherche, il pense enfin avoir réussi à la localiser. Merde, il n'y a plus de passerelle. Je vois plus les autres, mais je pense qu'il faut continuer. Ce trajet va encore jouer avec nos nerfs pendant 3 ou 4 heures. Mais avant, c'était encore plus dur d'aller jusqu'au site. La première fois que je suis venu avec une équipe, on a dû louer des chevaux et ensuite on a dû marcher pendant 3 jours avec eux. Mais ces dernières années, ils ont ouvert cette piste. Mais ça reste un site vraiment très isolé. Il y a 10 ans, Brian Bauer s'est plongé dans des rapports d'explorateurs du début du XXe siècle qui faisaient mention de vestiges situés tout au fond de cette vallée. Voilà, c'est la fin de la route. À partir de là, il faut qu'on marche jusqu'au site. Vamos, here we go. Esta recibita es de Brian. Yeah. Y listo, esa nada más. ¿Todo el mundo listo? Listo. Listo. Cuchis. Il faut 1 heure de marche pour rejoindre le site. C'est la 4e fois que Brian Bauer s'y rend et il en est aujourd'hui presque persuadé. Il pourrait s'agir de Vilcabamba, la cité refuge des Incas. Par ici, allez, on y est presque. Car d'après ses fouilles, ce site, qui a été en partie dégagé, possède tous les attributs d'une cité impériale. Des plateformes cérémonielles, des édifices parfaitement rectangulaires, et surtout, ce vaste complexe qu'il a longuement fouillé.
Le matériel archéologique qu'on a retrouvé ici est d'une qualité exceptionnelle. C'était donc un bâtiment réservé à l'élite. Dans chacune des cités de l'Empire, on sait qu'il y avait un palais, des résidences, mais aussi un temple du soleil. Et donc ce bâtiment, selon nous, c'est le temple du soleil de cette cité. On a d'abord découvert qu'il était composé de plusieurs pièces dans lesquelles on a retrouvé des restes de production de chicha, de la bière de maïs, et d'autres éléments consommables. Donc, le personnel devait préparer les repas dans ces pièces. Et on a aussi mis au jour un petit patio où l'on devait servir les grands dignitaires. D'après les datations, ce temple aurait été occupé à partir de la moitié du XVIe siècle. Soit précisément la période où l'empereur Manco Inca se serait retranché dans la jungle. Alors ce site est-il vraiment Vilcabamba? Pour l'heure, cette cité n'a été que très partiellement dégagée. Seuls quelques édifices ont pu être mis au jour. Jusqu'où s'étendait-elle réellement? Existe-t-il d'autres habitations encore ensevelies sous la végétation qui auraient pu abriter les centaines de résistants venus pour organiser la révolte contre l'envahisseur espagnol? Allez, on monte la tente. C'est pour le découvrir que Brian a monté cette nouvelle mission avec une équipe franco-péruvienne dirigée par Marjorie Coulin. Demain, ces scientifiques tenteront de scanner l'ensemble du site grâce à ce drone, doté d'un capteur LIDAR. En fait, le LIDAR, ça veut dire Light Detection and Ranging, donc c'est comme un radar, sauf que ça utilise des impulsions lumineuses. Elles vont être envoyées géométriquement de telle manière que certaines d'entre elles vont être capables de percer la végétation dessous et de rebondir plutôt sous la canopée que dessus. Et donc on espère que ces impulsions-là qui réussiront à percer la canopée nous donneront une idée de ce qu'il y a dessous et potentiellement des structures archéologiques qu'on pourrait y trouver. Comment on s'organise demain? First of all, we have to decide the area that will have the highest priority for us. Bien sûr. Alors, dans cette zone, je crois avoir repéré quelques bâtiments éparpillés sous la jungle, mais je n'ai jamais pu les cartographier jusqu'à présent. Donc, il faut commencer par survoler cette partie, puis aller vers cette zone qui est relativement dégagée. Et une fois qu'on est là, on suit la rivière sur les deux côtés. Fantastique. Maintenant, on met le lidar. C'est 4 kilos de charge. Donc ça explique la taille du drone nécessaire à emporter ce type de matériel. C'est de la très haute technologie, de très haute précision, c'est du matériel très cher. On prend notre temps pour installer tout ça. Ça y est, on est prêt. Je trouve ça tellement excitant, parce que je crois que c'est la première fois qu'on fait du lidar au Pérou.
On n'a aucune idée de ce qu'il y a sous cette végétation très dense là-bas. Mais j'espère qu'avec le lidar, on va enfin connaître la superficie réelle de la cité. Et sans avoir à fouiller toute cette zone. Ça, personne ne le souhaite, parce qu'on est sur un site couvert d'arbres magnifiques. Bien sûr, on doit faire progresser la science, mais en laissant cet endroit aussi intact que possible. Le lidar va voler pendant 6 heures. Brian Bauer espère qu'il détectera des zones résidentielles qui auraient pu abriter les centaines de résistants en exil. Ce qui permettrait de conforter la thèse selon laquelle ce site est bien Vilcabamba, le bastion depuis lequel la résistance inca se serait organisée contre l'envahisseur espagnol. Un autre indice fondamental et découvert ici il y a quelques années semble encore renforcer cette hypothèse. Ce vase, filmé pour la toute première fois, il a été retrouvé en morceaux dans le Temple du Soleil. Il est conservé depuis sa restauration dans ce dépôt confidentiel. L'archéologue israélienne Batami Artzi vient de terminer son étude. C'est vraiment quelque chose de très spécial d'étudier cette pièce unique. Presque personne n'a pu la voir jusqu'à présent. C'est une poterie inca qui a été reconstruite à partir des 55 fragments qui ont été retrouvés proches de l'une des portes. Elle représente une bataille entre les Incas et les Espagnols. Au total, il y a 4 Espagnols. Et on voit aussi de nombreux guerriers incas de différentes parties de l'Empire en train de lutter contre les conquistadors. Après des mois d'études, Batami Artzi est parvenue à identifier les personnages et elle a observé une étonnante récurrence. Ici, un Inca terrasse un cavalier espagnol sur son cheval. Là, un autre Espagnol est transpercé. Et il en est ainsi dans toutes les scènes de combat. À chaque fois, les vainqueurs sont les Incas. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que cet Espagnol est placé sous un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dans les sociétés andines représente un changement significatif. C'est ce qu'on appelle dans les Andes un pachacuti. Ça symbolise la fin d'un cycle et le passage à une nouvelle ère. Et donc là, on voit la représentation du futur. Un futur qui apportera un nouveau changement, un nouveau pachacuti, qui sera favorable aux Incas et qui leur permettra de vaincre les Espagnols. Ceux qui ont fait cette pièce pensaient qu'ils réussiraient à inverser la situation pour récupérer le pouvoir. Jusqu'au bout, ils n'ont, semble-t-il, jamais renoncé. Portés par leur esprit de résistance, ils ont continué à croire en leur chance de recréer un jour leur empire à partir de cette cité. Alors, on va te montrer. Regarde là, toute cette zone est couverte d'arbres. Et là, regarde, tu vas adorer. Regarde cet arbre, c'est incroyable. C'est bien un arbre sur un mur? Oui, mais regarde cette zone-là.
C'est sûr et certain, il y a quelque chose ici. Ça, ce sont des fondations sous les arbres, j'en suis sûr à 100%. Et si on continue à se déplacer par là... On a d'autres fondations? Exactement. Le mur se prolonge, tu vois comme il se prolonge par là? Et donc on remonte cette gorge et en fait ça continue encore? Oui. La citadelle continue jusqu'ici, c'est sûr et certain. Ces résultats sont encore préliminaires. Il va falloir approfondir ces données. Mais je suis déjà très surpris du nombre de constructions qu'on trouve sous la forêt. Ça nous donne déjà une idée de la taille des constructions, mais surtout de la taille de la cité en elle-même. On sent qu'elle était très étendue. Donc là, vraiment, il n'y a plus aucun doute désormais. Ce site est bien la cité que les Incas appelaient Vilcabamba, le dernier bastion de l'Empire Inca. Quelques mois plus tard, cette restitution 3D a pu être créée. Vilcabamba s'étendait sur plus de 15 hectares. Une taille largement suffisante, comme le pressentait Brian Bauer, pour abriter tous les résistants. C'est ici, entre ces murs, que pendant 40 ans, ils ont organisé la résistance, se croyant protégés dans l'anonymat de cette jungle. Mais en 1572, les Espagnols donnent l'assaut. Malgré leur détermination, les résistants sont défaits. Vilcabamba est réduite en cendres. Le dernier empereur inca est exécuté. C'est la fin de cette civilisation. Cet ancien géant qu'était l'Empire Inca se tait à jamais. Mais un demi-millénaire plus tard, il va peut-être retrouver sa voie. L'anthropologue Sabine Hyland poursuit son enquête sur les traces de l'écriture oubliée des Incas. Elle est toujours à la recherche d'un quipu similaire à ceux qu'elle a découverts au Pérou, pour valider sa théorie selon laquelle les Incas formaient des mots avec ces objets. On m'a envoyé la photo d'un quipu qui se trouve ici, et j'étais très surprise parce qu'il a l'air de ressembler exactement au quipu de Coyata. Et là, je vais enfin pouvoir le voir. J'ai fait un long voyage pour vivre ce moment. Le quipu que Sabine s'apprête à découvrir a été rapporté dans les années 1940 aux États-Unis. Oh mon Dieu! Il ressemble tellement au quipu de Coyata. Ce quipu provient d'une vallée des Andes à 400 km au nord de Coyata, le village où elle a retrouvé les 2 premiers quipus. Il n'a pas de nœud. Et on retrouve les mêmes couleurs, le brun foncé, le bleu, toutes ces couleurs. C'est incroyable. Ce n'est pas un quipu numérique, et les quipus numériques ne ressemblent pas du tout à ça. C'est un quipu phonétique, j'en suis convaincue. Un quipu très similaire à ceux de Coyata. C'est exactement ce que j'espérais. Je me sens bouleversée là, parce que c'est la preuve dont j'avais besoin. Quand j'ai présenté pour la première fois mes recherches sur les quipus de Coyata et sur mon approche du déchiffrement, beaucoup de gens ont dit
Oui, ça marche peut-être pour ce village, mais on n'a aucune preuve que ces quipus aient été utilisés ailleurs dans les Andes. Et là, c'est la preuve que si, il y avait bien d'autres quipus de ce type ailleurs que dans le village de Coyata. Il existait donc bien, semble-t-il, à la période Inca, une écriture commune aux différentes vallées des Andes, comme Sabine Island le pressentait. Désormais, il va lui falloir recouper tous ces résultats, patiemment, pour tenter de découvrir quelles syllabes se cachent derrière chaque corde et pouvoir, à terme, lire intégralement ces quipus. Vous savez, sur Champollion, on entend toujours la même histoire. Il a eu la pierre de Rosette et grâce à ça, il a fait ses découvertes. Mais ce qu'on raconte beaucoup moins, c'est que ça lui a pris 18 ans. Ça n'a pas été si simple. Pourquoi est-ce que j'accumule toutes ces données? Pourquoi est-ce que je fais tous ces efforts pour tenter de décrypter ces quipus? Parce qu'on sait maintenant que les Incas ont laissé une trace écrite, et c'est mon devoir de faire renaître leurs mots. Et je crois qu'il en est de même pour tous les chercheurs embarqués dans cette aventure. Que fait-on en se lançant sur les traces de la résistance Inca? Que fait-on en plongeant dans le lac Titicaca à la recherche d'offrandes oubliées? Que fait-on si ce n'est redonner aux Incas leurs propres mots, leur propre voix, leur propre vision du monde sans filtre ni intermédiaire? Et je crois que pour une civilisation qui a tellement souffert mais aussi tellement apporté à l'humanité, ce n'est que justice.